Je voudrais tout d'abord saluer notre hôte, Antoine Compagnon, et le remercier d'être présent pour cette soirée inaugurale de l'Agora des Savoirs, de cette 6e saison. Saluer le président, Michel Miaille, remercier Régis Penalva pour le boulot qu'il remplit avec brio et élégance à la direction de la culture et du patrimoine, avec Valérie Astesano, directrice générale du service, et saluer tous les élus qui sont présents, et en particulier Cédric de Saint-Jouan, adjoint au maire chargé de la culture. Je salue également Bernard Travier, vice-président de l'agglomération chargé de la culture, et puis tous les adjoints qui nous font, et les conseillers municipaux qui sont présents pour cette soirée inaugurale. Les présidents d'université, M. Robert pour Montpellier 2 avec Mme Getsch, M. Philippe Auger, les représentants de Montpellier 3, avec qui, ensemble, demain, nous inaugurerons dans la salle Dominique Bagoué la très belle exposition sur le patrimoine des universités, qui fera l'objet à la fin de l'année d'une grande réunion pour déterminer l'ensemble des patrimoines historiques que nous pouvons mettre en valeur dans le cadre des universités et du partenariat que la ville de Montpellier et la future métropole nourriront ensemble dans les années à venir. C'est en tout cas le vœu que je souhaite et que je formule et que les présidents d'université formulent également. Donc ce soir, nous inaugurons la première conférence de l'Agora des Savoirs. C'est une manifestation qui est essentiellement conçue, organisée et financée par la ville de Montpellier. C'est un souhait que la ville a eu, il y a maintenant 5 ans, de mettre en place une véritable université populaire, gratuite, pour proposer la connaissance scientifique, pour proposer aux citoyens l'accès à cette connaissance et aux savoirs très différents les uns des autres. C'est une initiative qui est à mettre à l'actif d'Hélène Mandroux, maire de la ville de Montpellier, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, puisqu'elle est maire honoraire de la ville, et qu'elle remplit à ce titre les fonctions honorifiques liées à son rang. Nous sommes aujourd'hui donc dans cette 6e édition. 400 personnes sont présentes chaque mercredi soir, ici dans la salle Rabelais. Alors, certains me disent, mais les conditions de sécurité ne permettent pas d'ouvrir la salle en bas. C'est vrai que réglementairement, on ne peut pas s'asseoir, se vautrer. Ceci dit, lorsqu'il y a beaucoup de monde, il faut bien laisser ceux qui sont là écouter et prendre du plaisir avec les conférences qui sont proposées. Donc, cette salle sera ouverte dans les conditions de sécurité que nous pouvons obtenir, c'est-à-dire celles qui sont définies par la loi et par l'intelligence. Donc, je demande à chacun, et à ceux qui sont en bas en particulier, de jouer le jeu, comme ça nous n'aurons pas de soucis ensemble. Je voudrais remercier tous nos partenaires. J'ai parlé de l'UM1, l'UM2 et l'UM3. Je voudrais remercier la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier, notre partenaire historique Divergence FM, sur les ondes duquel nous sommes en direct chaque mercredi soir. La librairie Sorams, le journal Direct Matin Montpellier Plus, et puis le site de la ville, sur lequel, en direct, vous pouvez suivre l'ensemble des conférences. La programmation qui a été élaborée cette année, eh bien, Michel Miaille va vous la décrire, puisque c'est le comité scientifique, et je remercie le comité scientifique de l'Agora des Savoirs, qui est composé de professeurs, d'enseignants, de spécialistes de différentes universités, afin de vous proposer toute une série de conférences très différentes les unes des autres, mais qui vont pouvoir, si ce n'est vous combler de science, tout au moins vous apporter, pour les plus érudits d'entre vous, quelques compléments d'information. En tout cas, moi je remercie
les services de la ville qui ont beaucoup travaillé sur cette manifestation, qui va de la science à l'archéologie, qui traite les sciences humaines, les sciences dures, la physique, la chimie, l'astronomie, et qui porte toujours ce regard critique nécessaire pour se faire une véritable idée du monde qui nous entoure. Si l'Agora des savoirs, outre la connaissance qu'elle diffuse, a un intérêt particulier au niveau de la philosophie des choses, c'est qu'elle permet à chacun de se faire une idée qu'il considère comme étant plus juste que celle qu'il avait la veille. C'est comme cela que le progrès, petit à petit, gagne l'humanité. La métropole que nous sommes en train de construire, avec les conseillers d'agglomération qui sont ici présents, possède 5 piliers. La santé, la mobilité, le tourisme, le numérique, et puis les sciences de la vie, les sciences du vivant. Dans ce grand chapitre qui va de l'agriculture jusqu'à la protection de l'environnement, en passant par la politique de l'eau, par les sciences liées à toutes les disciplines médicales et expérimentales, et l'un de ces piliers qu'il convient de nourrir et de mettre en cohérence et en relation avec l'ensemble du tissu scientifique et des chercheurs, des innovateurs qui peuplent la ville de Montpellier et son agglomération. Nous avons laissé ce pilier comme le dernier de la métropole, mais c'est peut-être le plus important parce que c'est celui par qui l'innovation arrive. Et c'est celui qui permet la remise en question dans un but essentiel, c'est le progrès technique, le progrès économique et le mieux vivre des populations. Nous n'avons pas oublié les leçons de l'Agora des savoirs. C'est autour de cette recherche-là qu'est bâtie une partie de la métropole de demain. C'est pour cela que demain, vous verrez dans vos journaux le nouveau logo qui la représente. Donc, je viens de dire un mot, un scoop, qui fait figurer la mer et au-dessus une étoile. Ben, c'est un petit peu ça, l'Agora des savoirs, c'est être capable de naviguer partout pour que son esprit puisse atteindre les étoiles. Merci. La parole est maintenant à Michel Miaille, président du Conseil scientifique. Monsieur le maire, monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération, cher ami Bernard, monsieur l'adjoint à la culture de la ville de Montpellier, messieurs les présidents des universités 1 et 2, bientôt une université unique, on pourra dire la moitié en une seule fois, chers amis du conseil scientifique qui est ici présent, de toutes les universités ou dans les différents laboratoires de recherche, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec plaisir que j'ouvre cette 6e année de l'Agora des savoirs, qui a commencé dans une folie, on pourrait dire, d'imaginer qu'on pourrait réunir chaque semaine plusieurs centaines de personnes sur des sujets aussi rigolos que le boson de Higgs ou que les recherches archéologiques. Eh bien, le pari a été tenu, nous avons derrière nous un lustre, c'est-à-dire 5 ans, et nous ouvrons avec cette 6e année une nouvelle étape. Le comité scientifique a travaillé pour vous offrir l'année qui vient sur le thème dont je vais dire un mot, mais nous continuons aussi dans la volonté non simplement d'assurer chaque semaine la rencontre à laquelle vous êtes si fidèles, mais la rencontre avec ce que nous appelons l'Agora Junior, c'est-à-dire avec des classes qui se proposeront et qui rencontreront le conférencier, et puis certainement en 2015, une fête du savoir qui pourra couronner en quelque sorte l'année 2015, mais je ne vous en dis pas plus pour que vous ayez le plaisir de la découverte quand ce sera annoncé.
Je voudrais dire un mot d'abord du thème de cette année, mais je ne serai pas long. Vous l'avez vu, révolution, évolution, avec le R et le S entre parenthèses. Pourquoi ce clin d'œil? Au XVIIIe siècle, on parle beaucoup de révolution. On la sent même venir. Mais il ne faut pas oublier que ce mot révolution a à la fois le sens de la rupture, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit aujourd'hui, mais pour les plus conservateurs, le sens du retour au point de départ, comme la révolution de la Terre autour du Soleil. Donc la régénération du corps social par le retour aux origines. Curieuse destinée de ce mot qui signifie à la fois le retour au point de départ ou au contraire la fuite vers un avenir nouveau. Au XIXe siècle, autre curiosité, siècle des révolutions en France, 1830, 1848, 1870, voilà que c'est le siècle où on invente la théorie de l'évolution ou de l'évolutionnisme. En pleine période où l'on pense par saccades que l'avenir pourra être différent, on développe cette théorie de l'évolution, qui va se transformer d'ailleurs dans une espèce de credo positiviste à la fin du XIXe siècle comme l'accès à un monde parfait. Nous voulons, en quelque sorte, d'où les deux termes de révolution et évolution, croiser ces deux termes dans leur impossible acception unique et voir comment finalement nous pouvons penser aujourd'hui et dans les termes de la révolution et dans les thèmes de l'évolution. Vous avez observé d'ailleurs qu'il y a un S à la fin du mot. Ce pluriel signifie bien sûr la pluralité des sens que l'on peut donner au mot, mais signifie surtout pour nous la pluralité des sciences qui vont travailler soit sur la révolution, soit sur l'évolution, soit sur les deux. De l'anthropologie à l'histoire, des sciences exactes à l'anatomie, beaucoup de chercheurs travaillent encore aujourd'hui sur ces thèmes. C'est donc une ouverture au débat et à la pluralité des positions que nous allons vous présenter cette année, puisqu'évidemment le Conseil scientifique n'a aucune vocation à donner un sens unique auquel vous seriez obligé de vous soumettre. Alors, le programme vous a été distribué, ou vous l'aurez sans aucun problème, et vous verrez comment nous déclinons sur les 25 semaines qui viennent la pluralité de ces sens qui se croisent et qui quelquefois s'écartent, mais qui reviennent ou qui s'entrechoquent. Un mot et plus d'un mot pour accueillir ce soir notre invité Antoine Compagnon. J'avoue que je suis un peu saisi moins par l'émotion que par la prudence, parce que je ne sais pas très bien comment faire. Antoine Compagnon a un pédigré qui s'étale sur quelques pages, qu'il est difficile de résumer, et si on dit tout, ça prend un air de notice nécrologique, comme si on commençait déjà un enterrement en public. Je voudrais dire que pour un universitaire, comme nous sommes quelques-uns et moi-même dans cette aimable compagnie, le parcours d'Antoine Compagnon est à la fois extraordinaire et improbable. Pourquoi? C'est un ancien élève de l'école polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées. Et je le disais tout à l'heure, mais comment on sort de Polytechnique pour travailler après sur Montaigne ou sur Baudelaire? Moi, j'avais une vision très techniciste des ponts et chaussées. Ben non, il semble que ce n'est pas si étonnant que cela. Évidemment, il est aussi docteur ès lettres. Et donc, il a gravi tous les échelons, depuis le CNRS comme attaché, maître de conférence à l'école polytechnique, maître de conférence à l'université de Normandie, puis professeur titulaire à l'université du Maine, puis à Paris-Sorbonne, et enfin, last but not least, professeur au Collège de France. Et pour moi, c'est intéressant que nous commencions par une séance où va parler un professeur du Collège de France, parce que, vous le savez tous, le Collège de France, c'est quand même une institution qui rappelle l'inanité de l'université au XVIe siècle. Parce qu'au XVIe siècle, le temps s'il a né de bouleversements, de révolution de la pensée dans tous les ordres, intellectuels, philosophiques, religieux. Voilà qu'on essaie de demander à l'université de se mettre un peu au goût du jour, d'enseigner les langues qu'on vient de redécouvrir, notamment le grec, l'hébreu. Et l'université de Paris répond par un niet total.
Et François Ier, devant cette opposition, crée une institution parallèle qui existe toujours et qui est le Collège de France. Donc la preuve que si l'université ne veut pas développer des études qui soient à la mesure du temps que l'on traverse, eh bien, il y a la possibilité ailleurs, dans cet ailleurs qui est quand même très largement fréquenté par des universitaires, heureusement, de développer de la pensée, du débat et éventuellement de la critique. Il a beaucoup voyagé, il continue de voyager beaucoup, et c'était presque une chance qu'il ne soit pas aux États-Unis, à l'université Columbia, mais aussi à l'université de Pennsylvanie, dans un collège à Oxford. Et au fond, ce grand voyageur qui va nous promener dans le temps, pas très reculé avec Baudelaire, nous permet quand même de nous honorer que cette première séance accueille quelqu'un qui a reçu en 2011 le prix Lévi-Strauss de l'Académie des sciences morales et politiques. Ces publications, je n'en dirai que quelques mots, puisque vous pouvez y avoir accès, y compris sur la table de la librairie. Pour moi, je retiens un ensemble d'ouvrages sur Montaigne. Et ce Montaigne n'est pas simplement l'auteur dont on se souvient qu'on a étudié en 4e à peu près, en lettres. Donc nous, Michel Montaigne, l'allégorie, Un été avec Montaigne, qui est le dernier et qui visiblement marche très bien. Et puis des travaux non plus sur le XVIe siècle, mais sur le XIXe ou le XXe, portant au fond sur ce qu'il appelle dans un de ses ouvrages les paradoxes de la modernité, d'où est aujourd'hui extrait, au fond, cette question qui est relative à Baudelaire, dont il avait déjà écrit Baudelaire devant l'innombrable, et qui est ici Baudelaire l'irréductible. Alors, je n'aurai pas l'outrecuidance de présenter, après avoir dit quelques mots sur l'auteur, l'ouvrage que j'ai lu. J'y ai passé un peu de temps, mais je l'ai lu. Et j'avoue, et je pense que vous serez comme moi, tout à fait étonné par rapport à l'image que j'avais de Baudelaire. Moi, j'avais une image de Baudelaire, l'homme qui déchire un petit peu les conventions, qui est un peu sulfureux, dont on ne parlait qu'à mi-voix, en tout cas dans ma génération. Et là, je découvre un Baudelaire extrêmement conservateur, pour ne pas dire réac, un Baudelaire catholique, monarchiste, qui est la modernité alors qu'il ne peut pas s'en séparer. Que ce soit à travers le miroir, dans ce petit poème que j'ai beaucoup apprécié, que ce soit à propos de la photographie, dont il dit qu'elle est vraiment quelque chose qu'il aborde parce que ce n'est plus l'art, ce n'est plus la représentation, sans parler de la ville, qui est vraiment le creuset à la fois de tous les vices et de toutes les malédictions. Et je prends le terme malédiction exprès parce qu'il y a une vision biblique, une vision religieuse qui fait que Baudelaire s'oppose à ce monde moderne. Bref, un homme qui est exactement à l'opposé de l'image que j'en avais. Je ne suis pas littéraire, vous m'en excuserez, mais c'est très bien que finalement nous soyons devant cette situation de travailler sur un auteur irréductible, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'on ne peut réduire ni à être un moderne, ni un anti-moderne, qui est justement dans cette espèce de confrontation, comme révolution et évolution, où on ne peut pas, pour dire vrai, mettre que d'un côté ou de l'autre le jugement que l'on porte. Mais j'en parlerai bien mal, et je préfère laisser la parole à Antoine Compagnon, que je remercie encore d'ouvrir cette saison. Merci. Monsieur le maire, messieurs les présidents, je ne vais pas répéter tous les titres que j'ai entendus tout à l'heure, mesdames et messieurs. D'abord, je voudrais vous remercier, vous dire que je suis très heureux d'être à Montpellier, de revenir à Montpellier, puisque j'y étais il y a quelques mois pour la Comédie du Livre, avant l'été, et qu'une année où je reviens à 2 reprises à Montpellier ne peut être qu'une très bonne année. J'y étais en mai ou en juin pour parler d'un ouvrage sur la guerre de 14, sur la Grande Guerre, qui à sa manière était une révolution. On dit souvent que c'est la vraie fin de l'Ancien Régime, que l'Ancien Régime
s'est poursuivi jusqu'à la Grande Guerre. La Grande Guerre est une révolution. Elle a connu la révolution russe en 1917 et nous sommes encore marqués par bien des aspects de cette guerre dont nous célébrons le centenaire. Et je me retrouve au centre Rabelais et vous écoutant, je me disais que j'aurais aussi pu vous parler de Rabelais. Rabelais, c'est en effet une révolution. Ça fait plaisir d'être dans un centre Rabelais. Justement, en ce moment, mon séminaire à Columbia porte sur Rabelais et Montaigne. Et Rabelais, qui parlait en effet du Collège de France, qui le souhaitait dans Pantagruel, dans cette fameuse lettre de Gargantua à son fils sur les nouveaux savoirs de la Renaissance. Rabelais, c'est une révolution. Et je pensais aussi un peu à votre titre, Révolution. Ben non, il n'est plus là, c'est déjà le mien qui est affiché. Révolution avec ce R et ce S entre parenthèses. Et j'y pensais en venant tout à l'heure, et je me disais que je me demandais si ça avait un rapport avec cette querelle, cette polémique qui a eu lieu il y a quelques mois, il y a quelques semaines, autour du sujet des rendez-vous de l'histoire à Blois, sur les rebelles, où on s'est disputé pour savoir si on pouvait encore être révolutionnaire ou si on ne pouvait plus qu'être rebelle. Au fond, peut-être n'y a-t-il plus de révolutionnaires, parce que pour être révolutionnaire, il faut avoir une idée du sens de l'histoire. Si on entend révolution au sens moderne, et non pas au sens qui était celui de la Renaissance. La Révolution, c'était le retour à l'âge d'or. Peut-on encore être révolutionnaire sans avoir l'idée d'un sens de l'histoire? C'était un petit peu le sens, me semble-t-il, d'un article de Régis Debray dans Le Monde à propos de cette polémique sur les rebelles. Après les contestataires de 1968, après les dissidents, après les résistants, disait-il, il ne peut plus y avoir que des rebelles. Se rebellant, au fond, un peu dans tous les sens et contre tout et n'importe quoi. Est-ce que vous voulez dire avec votre titre que le temps des révolutions est terminé? Et pourtant, nous venons de vivre une révolution qu'on appelle souvent une révolution, et je suis sûr qu'elle est prévue dans le riche programme que vous avez, puisqu'on parle assez souvent de révolution numérique. La dernière révolution que nous avons vécue et traversée, et c'est peut-être aussi celle qui fait qu'on ne peut plus être révolutionnaire en ce moment, puisque cette révolution numérique, à la fois, elle est vécue comme un espoir par certains et comme une crainte, cette mise en réseau de tous dans un monde numérique qui est un monde global, cette révolution numérique qui à la fois permet l'appropriation de l'espace public, mais qui est aussi un monde de rumeurs, de conspirations, de contrôle et de surveillance, comme on en a eu un certain nombre d'indices ou même de preuves dans les dernières années. Mais moi, je vais vous parler de Baudelaire. C'est très bien, évidemment, de commencer une série sur Révolution-Évolution par la littérature et par un poète. Je suis fier que vous commenciez par la littérature, cette réflexion sur ce thème des révolutions et des évolutions. Je vais donc vous parler de Baudelaire et de la Révolution, Baudelaire et des révolutions, et au fond, on vous a déjà dit, en gros, la thèse. Baudelaire, c'est évidemment un révolutionnaire. C'est évidemment un révolutionnaire dans sa poésie. Nous ne sommes pas sortis de Baudelaire. Il est l'inventeur de cette notion de modernité, c'est-à-dire de mode. La modernité, pour Baudelaire, c'est la mode, c'est-à-dire que le beau change tout le temps. Il n'y a plus de critères de la beauté. Chaque année, elle est différente. Et pourtant, comme il dit, il faut en extraire quelque chose de substantiel. Nous n'en avons pas fini avec Baudelaire. Baudelaire a révolutionné la poésie
et la conception de la beauté, qui est la nôtre depuis le milieu du XIXe siècle. Et en même temps, Baudelaire, on vous l'a déjà suggéré, Baudelaire avait quelque chose, sinon de réactionnaire, du moins de très méfiant à l'égard du changement. Et peut-être est-ce souvent le cas de la littérature. Alors c'est ça que je voudrais parcourir avec vous. Comment peut-on être à la fois révolutionnaire en poésie, en esthétique, et en même temps être un homme qui, par bien des côtés, est un contre-révolutionnaire. Baudelaire est né en 1821. Il avait donc 9 ans en 1830. Et on vous a rappelé qu'il y avait eu beaucoup de révolutions au cours de ce XIXe siècle. En 1830, sa mère était remariée depuis 2 ans. Il avait perdu son père quand il en avait 6. Sa mère s'était remariée 2 ans auparavant, en 1828, avec le chef de bataillon au pic. Il était encore enfant. Il avait 26 ans en février 1848. Et cette fois-ci, c'était le bel âge pour se trouver sur les barricades et pour participer activement à la Révolution en février, en mai et en juin 1848. Il a pris part aux émeutes. Et il est mort en 1867, c'est-à-dire 4 ans avant la Commune, 4 ans avant la 3e de ces révolutions qui ponctuent le XIXe siècle français particulièrement. Le XIXe siècle, on vous l'a rappelé, c'est le siècle des révolutions. Baudelaire a été élevé dans la Révolution. Baudelaire est un fils de la Révolution, ne l'oublions pas, puisque son père était un prêtre défroqué en 1793, qui serait resté prêtre s'il n'y avait pas eu la Révolution. Baudelaire est le fils d'un homme des Lumières, prêtre défroqué, esthète, artiste, peintre. Pour beaucoup, ce sont des contre-coups de cette période, 1789-1793, que nous retrouvons dans la vie et dans l'œuvre de Baudelaire. On ne parlait pas encore de bloc. C'est Clémenceau qui en parlera plus tard, disant que la Révolution devait être considérée comme un bloc. Ce n'est pas encore le cas chez Baudelaire. Or, il m'est arrivé de qualifier Baudelaire, on vous l'a rappelé, d'antimoderne. Peut-être que je dis antimoderne par euphémisme, pour ne pas dire contre-révolutionnaire ou réactionnaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il est quelqu'un de lucide, de sceptique. Je reviendrai tout à l'heure sur cette expression de non-dupe qu'il emploie. Non-dupe des bienfaits du monde moderne. Non pas aveuglé, puisqu'il considère que la plupart de ses contemporains sont aveuglés par ce monde moderne, par ses révolutions et ses évolutions, mais toujours sensible au coût du changement, aux méfaits des transformations. Et pourtant, pleinement engagé dans ce monde moderne. Nul n'est plus engagé dans le monde moderne que Baudelaire. Nul ne l'a observé et n'en a parlé mieux que Baudelaire. On vous le disait, sa haine de la photographie. La photographie et la poésie sont 2 frères ennemis, comme Baudelaire et son meilleur ami, Nadar, qui s'aiment et se détestent. Mais Baudelaire est de tous les poètes du XIXe siècle celui dont nous avons les meilleures photographies, parce qu'il savait poser pour la photographie, et celui qui pose est en quelque manière l'auteur de la photographie. On pourrait dire la même chose de ses rapports avec la presse, qu'il déteste. Et en même temps, beaucoup des poèmes des Fleurs du Mal, beaucoup des poèmes du Spleen de Paris ont d'abord été publiés dans la nouvelle presse, à grand tirage et à grand format.
Nul n'a été un plus grand observateur de ces changements pleinement engagés dans le monde moderne sous tous ses aspects politiques, sur les barricades et après, économiques, sociaux, photographie, presse, urbains. Il est contemporain de la transformation de la ville par Haussmann et esthétique avec cette transformation de l'art en mode, phénomène qui est encore le nôtre. Et sur tous ces objets modernes dont il a été exactement contemporain. La photographie est née quand il était enfant. Ce sont des révolutions techniques qu'il a connues. La grande presse est née quand il était enfant. L'éclairage au gaz de la ville, qui a transformé la ville noire en ville lumière, s'est apparu quand il était adolescent. Tout ça, ce sont des transformations profondes. Et sur toutes ces transformations, eh bien, il a exercé un certain scepticisme. J'ai parlé de cette lucidité qui veut qu'on ne soit pas dupe, mais qu'on reste sceptique. Et comme on le sait, le scepticisme, c'est une attitude libératoire. Rien ne libère plus que le scepticisme. Rabelais, Montaigne sont de grands sceptiques. Mais en même temps, le scepticisme a tendance à mener à un certain conformatisme, un certain conservatisme et un certain conformisme. À quoi bon changer si nous ne savons pas que les changements apporteront une amélioration, si nous n'en sommes pas certains? Le sceptique est celui qui dit toujours à quoi bon? À quoi bon changer sans certitude d'améliorer? Le sceptique est l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet pervers. Il y a toujours des effets pervers, le risque de l'effet pervers. Montaigne est un peu l'inventeur de cet argument qui mène au conservatisme. Montaigne est un mélancolique. Le mélancolique demande toujours à quoi bon? Baudelaire est l'inventeur de cette grande notion de spleen, splénétique. Le spleen, c'est la mélancolie moderne. À quoi bon changer, demande-t-il. C'est pourquoi Sartre, dans son petit livre sur Baudelaire, au lendemain de la Libération, s'en prenait avec beaucoup de violence à Baudelaire, qui, dit-il, avait toujours choisi le mauvais camp, le camp du passé. Sartre disait, Baudelaire, c'est quelqu'un qui avance en regardant dans le rétroviseur et en regrettant ce qui disparaît à tout moment. Eh bien, il est un peu le modèle du révolutionnaire malgré soi, le révolutionnaire malgré tout, à reculons. Et je dirais, peut-être sont cela les plus grands révolutionnaires, ceux qui le sont en ayant le sens du regret qui est lié à tout progrès. Baudelaire, Sartre ne le qualifiait pas de révolutionnaire, bien sûr, il le qualifiait de révolté. Grande différence entre le révolté et le révolutionnaire. Le révolté, c'est un peu le rebelle. Et Baudelaire est le rebelle, l'image du rebelle ou du révolté, contre son beau-père, le chef de le bataillon, plus tard le général au pic, contre l'autorité. Baudelaire est renvoyé du lycée Louis le Grand en avril 1839, 3 mois avant le baccalauréat qu'il doit présenter en candidat libre. Il est révolté contre les bourgeois. Son beau-père l'envoie faire un voyage dans le Pacifique jusqu'à l'île Maurice pour essayer de lui mettre du plomb dans la tête. Mais il reviendra sans avoir rien appris
et toute sa vie, il sera entouré d'un conseil judiciaire qui l'infantilisera, réduit à quémander des sous au notaire, Ancel, qui gère sa fortune, héritée de son père, et à sa mère. Baudelaire est un misérable toute sa vie, et en même temps un socialiste, fouriériste, autour de 1848, fréquentant des milieux subversifs dans les années qui précèdent la Révolution et au moins jusqu'au coup d'État de 1851. Donc il faut dire ceci, Baudelaire, avant 1848, avant 1851, peut être qualifié de révolutionnaire, au sens de sa proximité avec les socialistes, fouriéristes et proudhoniens. En art même, à ce moment-là, il est encore partisan d'une révolution esthétique. Et pour lui, cette révolution, elle est réalisée par Eugène Delacroix. C'est Delacroix, son idole. Et à propos de ce tableau, c'est le tableau révolutionnaire de Delacroix, Dante et Virgile, qui est au Louvre. Il écrit en 1846 qu'il s'agit d'une révolution romantique. Je le cite, « Pour bien se faire une idée du trouble profond que le tableau de Dante et Virgile dut jeter dans les esprits d'alors, de l'étonnement, de l'abasourdissement, de la colère, du hurrah, des injures, de l'enthousiasme et des éclats de rire insolents qui entourèrent ce beau tableau, vrai signal d'une révolution. » Révolution réalisée par Delacroix. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour se rendre compte de cette révolution? Il faut se rappeler que dans l'atelier de M. Guérin, où Delacroix était élève, homme d'un grand mérite mais despote et exclusif comme son maître David, il n'y avait qu'un petit nombre de parias qui se préoccupaient des vieux maîtres et osaient timidement conspirer à l'ombre de Raphaël et de Michel-Ange. Il n'est pas encore question de Rubens. La révolution, ben vous voyez, la révolution, elle consistait chez un certain nombre de parias à retourner à Rubens, Raphaël ou Michel-Ange contre le néoclassicisme de David. On a déjà, avec cette idée de révolution, ce mouvement de retour qui transforme la peinture. Voilà cette barque de Dante de 1822 qui est l'invention du romantisme en peinture. Baudelaire ne condamne nullement cette métaphore appliquée à l'éloge de la couleur, du mouvement, contre le dessin. Baudelaire décrit encore Delacroix comme ce qu'il appelle le chef de l'école moderne. Vous voyez qu'il croit au moderne, qu'il croit qu'il y a des chefs. Il y a des chefs, il y a des chefs qui impriment le mouvement et d'autres qui suivent. Et il l'appelle la dernière expression du progrès dans l'art. Vous voyez qu'on a un Baudelaire qui pense à travers ces notions de progrès, de chef, d'avant-garde qui opère une révolution en l'art. Et cette avant-garde, eh bien, elle n'est pas reconnue, elle est malheureuse, elle est maudite par la plupart pour le moment. Mais c'est un cliché que Baudelaire accepte, celui de révolution romantique, et je crois qu'il faut le retenir. Delacroix, c'est pour Baudelaire la révolution. Et il n'en démordra jamais jusqu'à sa mort, après celle de Delacroix. C'est cette peinture-là qui représentera la transformation de la peinture, la couleur contre le dessin. Peut-être est-ce ici l'occasion de dire un mot, puisque nous sommes à Montpellier, de Courbet, opposé à Delacroix, très proche de Baudelaire. Courbet était un ami de Baudelaire. Et
qui n'a pas la préférence de Baudelaire. Lorsque nous voyons cet atelier du peintre de Courbet, qu'en dit Baudelaire en 1855, lorsque cet atelier du peintre est exposé? Vous savez qu'il a été refusé par le salon officiel, il est exposé dans une baraque construite par Courbet non loin du salon officiel. Eh bien, qu'en dit Baudelaire? Je ne dirai pas grand-chose de Courbet, je n'oserais pas, puisque je sais que vous avez, un peu plus tard dans ce cycle de conférences, un invité, Jean-Luc Marion, qui vous parlera de Courbet, et je ne voudrais pas anticiper sur son propos. Mais que dit Baudelaire de Courbet? Il dit, Courbet, ce n'est pas la révolution, c'est l'insurrection. C'est une peinture insurrectionnelle. Et il le compare à Ingres. Ingres qui est l'opposé de Delacroix, le dessin contre la peinture. Il dit ceci, c'est en quoi Ingres se rapproche, quelque énorme que paraisse ce paradoxe, d'un jeune peintre dont les débuts remarquables se sont produits récemment avec l'allure d'une insurrection. Monsieur Courbet, lui aussi, est un puissant ouvrier, une sauvage et patiente volonté. Vous voyez que les termes sont mitigés. Patiente volonté, puissant ouvrier. Ce n'est pas l'éloge de Delacroix. Et pourtant, comme on le sait, Baudelaire se trouve représenté à l'extrême droite du tableau. Le voici. Baudelaire, ami de Courbet, est là. Et vous y reconnaissez Alfred Bruyas, célèbre dans le musée juste à côté, que voici. Baudelaire est tout proche de Courbet. Et à la gauche de Baudelaire, il y avait même une représentation dont Baudelaire a exigé la suppression de... voilà le tableau du musée Fabre. Et il y avait une représentation de Jeanne Duval, la maîtresse de Baudelaire, juste à la gauche du poète, représentation qui n'a pas dû trop plaire à Baudelaire. Ils resteront malgré cela liés dans cette période révolutionnaire, en souvenir de cette période révolutionnaire, puisque c'est Courbet qui a dessiné la vignette du journal révolutionnaire auquel Baudelaire a contribué et qui s'appelle, en février et mars 1848, Le Salut public, compagnon de la Révolution. Baudelaire et Courbet en 1848. Voici le dessin de Courbet et voici la vignette qui en est tirée en tête de ce journal avec l'inscription « Voix du peuple, voix de Dieu, vox populi, vox Dei ». Quand on pense à ce que Baudelaire dira plus tard de la souveraineté populaire et du suffrage universel, ou ce que dit Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues, on mesure toute la distance qu'il y a à parcourir. Et bien sûr, ce dessin de Courbet pour le Salut public, c'est une parodie du grand tableau de Delacroix. La Révolution de 1830, la liberté guidant le peuple. Pour Baudelaire, la grande révolution restera 1830, celle qu'il n'a pas connue, puisque je disais qu'il était enfant, contre 1848, qui, bien sûr, se terminera mal. Il y a donc de fortes réserves à l'égard de Courbet, malgré ce compagnonnage. Il parle, toujours à propos de l'atelier du peintre, d'esprit de sectaire, de massacreur de facultés. La politique, dit-il, la littérature produisent de ces vigoureux tempéraments, de ces protestants dont la seule légitimation est un esprit de réaction, quelquefois salutaire. Vous
Vous voyez, Courbet, c'est pour Baudelaire, à la différence de Delacroix, quelqu'un qui est réactif, négatif, plus que véritablement révolutionnaire. Tandis que Delacroix, eh bien, c'est le modèle, dans un sens qui reste socialiste. Ôtez Delacroix, dit Baudelaire, la grande chaîne de l'histoire est rompue et s'écroule par terre. Et là, on a le sens de révolution, évolution. Sans Delacroix, on n'y comprend plus rien. Delacroix appartient à l'histoire, suivant une métaphore que Baudelaire refusera bientôt. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que de 1848 à 1851, l'enthousiasme révolutionnaire de Baudelaire s'effondre et qu'il refusera bientôt non seulement le mythe de la Révolution, mais la métaphore de la Révolution appliquée à la littérature et aux arts. Cette rébellion, cette protestation, cette contestation, cette réaction contre la société, la bourgeoisie, le régime en 1848, avec l'enthousiasme que l'on connaît chez Baudelaire. On sait, il y a le témoignage de ses amis qui racontent qu'en février 1848, je crois que c'était le 25, il était sur les barricades du carrefour de Bussy à Paris et qu'il criait « Il faut aller fusiller le général Opic ». Le général Opic, c'était son beau-père qui commandait l'école polytechnique, non loin de là. Et les polytechniciens étaient mobilisés sur les barricades en ce février-là. Quelques années engagées, donc, puis des remords et une certaine honte. Qu'est-ce qui a fait de Baudelaire le contre-révolutionnaire, puisque c'est sa réputation, ce suppôt de la réaction, puisque c'est ce dont Sartre l'accusera? On peut dire que c'est le 2 décembre. Le 2 décembre, le coup d'État, et peut-être moins le coup d'État que sa légitimation par les plébiscites qui ont suivi, son acceptation par les Français, sa sanctification par le suffrage universel. Baudelaire n'est pas le seul. Beaucoup des intellectuels ont été dégoûtés du peuple par les suffrages qui ont suivi le coup d'État. Ces plébiscites qui sont un peu le péché originel du suffrage universel en France. Suffrage universel masculin, bien sûr, ce qui change tout. Le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte et sa reconnaissance par le plébiscite. Voilà. Baudelaire écrit à sa mère, en mars 1852, « Des événements politiques et de l'influence foudroyante qu'ils ont eue sur moi, je te parlerai un autre jour. » Influence foudroyante, comme une conversion. Mars 1852, il fait allusion aux élections, aux corps législatifs qui viennent d'avoir lieu, suivant la nouvelle Constitution. Il y a une déclaration qui est évidemment beaucoup plus fameuse, c'est celle à laquelle j'ai emprunté mon titre, toujours en mars 1852, au notaire, à son conseil judiciaire, Narcisse Ancel, après ces élections du corps législatif. Baudelaire lui écrit « Vous ne m'avez pas vu au vote. C'est un parti pris chez moi. » On pourrait parler longtemps de cette abstention des intellectuels et les écrivains. Les intellectuels et les écrivains votent rarement. Mallarmé, je m'étais intéressé un jour au cas de Mallarmé. La seule fois que Mallarmé a voté, c'était en 1889, pour Boulanger, sous l'influence de sa fille. Sartre, qui traite Baudelaire de réactionnaire, n'a pas voté en 1936. Il est de tradition que les intellectuels votent peu, peut-être parce qu'ils pensent qu'ils devraient avoir, qu'ils mériteraient plusieurs voix, comme les pères de famille sous la Restauration. Baudelaire poursuivait
là où j'ai pris mon titre, le 2 décembre m'a physiquement dépolitiqué. Et puis il ajoutait, si j'avais voté, je n'aurais pu voter que pour moi. Voilà le narcissisme du dandy. Ce verbe dépolitiquer est intéressant et mérite un commentaire. Le mot est de l'époque. On le trouve chez Gavarni, le caricaturiste contemporain, qui publie en 1851, justement, au même moment, des caricatures qui s'appellent, je ne sais pas si vous le voyez, « Histoire de politiquer ». Politiquer, ça veut dire s'intéresser à la politique, faire de la politique, parler politique. Et Gavarni est très proche de Baudelaire par cet esprit, par cette ironie à propos du peuple. Les Goncourt, qui écrivent un livre sur Gavarni, qui est un ami à eux, disent « Cette histoire de politiquer est un pamphlet politique de celui qui a trouvé, pour exprimer son mépris de l'esprit public, cette formule, ce qu'on appelle l'esprit public est la bêtise de chacun multipliée par la bêtise de tous. » Vous voyez le vox populi, vox dei. Dépolitiquer, ce verbe de Baudelaire, dépolitiquer, c'est un petit peu décerveler, décérébrer. Au fond, c'est décapiter, perdre sa tête politique. La seule occurrence du verbe que j'ai pu trouver, elle est chez Rétif de la Bretonne, en 1794, et il dit que son but cynique, c'est de dépolitiquer les Français. Comme d'autres, dit-il, l'ont dépentiné et déballonné. Dépentiné. Qui a-t-on dépentiné? Dépentiné, ça veut dire la pantine, ce sont les écheveaux de laine ou de soie que l'on défait. Mais dépentiné, il y a le pantin aussi dedans. Et déballonné, c'est le ventre qu'on déballonne. C'est quelque chose de très physique que ce dépolitiquer de Baudelaire. Toutefois, il faut demander, est-ce que Baudelaire a été dépolitiqué ou politiqué autrement, après 1851 et 1852. En 1959, il écrit à son ami Nadar. Je vous disais qu'ils étaient très proches, comme des frères ennemis. Il dit « Je me suis 20 fois persuadé que je ne m'intéressais plus à la politique et à chaque question grave, je suis repris de curiosité et de passion. » Qu'est-ce que c'est la question grave en 1859 ? C'est la question italienne. C'est Napoléon III qui soutient Cavour en Italie contre l'Autriche, qui défend les libertés à l'étranger plutôt que de les défendre en France. Et il y a un peu d'enthousiasme pour ce Baudelaire, pour ce Napoléon III qui va faire la guerre en Italie et remporter des victoires. Donc il est passionné et il dit à Nadar, voilà l'empereur lavé par cette guerre qui soutient le Piémont contre l'Autriche. Tu verras, mon cher, qu'on oubliera les horreurs commises en décembre. Napoléon III est sauvé en 59 de l'horreur du coup d'État de 51. Et il poursuit, si tu étais jésuite et révolutionnaire, comme tout vrai politique doit l'être, tu n'aurais pas tant de regrets pour les amis jetés de côté. Voilà, une belle leçon. Il faut être jésuite et révolutionnaire. Tout bon politique doit être casuiste. Cette casuistique des jésuites. Les plus dangereux, ce sont, bien sûr, quand on parle de jésuites, on pense toujours aux jansénistes, l'autre bord, les doctrinaires. Voilà le danger. Il nous faut des jésuites qui savent calculer les effets pervers, justement. Bon, voilà ce Baudelaire qui est donc toujours repris par la politique. Après une période révolutionnaire, il s'est converti de Fourier et de Proudhon à Joseph de Maistre. Et il avoue cette influence de Maistre, et il ajoute Edgar Poe, m'ont appris à raisonner dans Fusée. Il y a un poème en prose qui est très connu, qui s'appelle « Assommons les pauvres »,
où Baudelaire se présente, ou le narrateur du poème, se présente comme revenu de ses lectures de 1848. Voici ce qu'il écrit. « Pendant 15 jours, je m'étais confiné dans ma chambre et je m'étais entouré des livres à la mode dans ce temps-là, il y a 16 ou 17 ans, c'est-à-dire autour de 1848. Je veux parler des livres où il est traité de l'art de rendre les peuples heureux, sages et riches en 24 heures. J'avais donc digéré toutes les élucubrations de tous ces entrepreneurs de bonheur public, de ceux qui conseillent à tous les pauvres de se faire esclaves et de ceux qui leur persuadent qu'ils sont tous des rois détrônés. On ne trouvera pas surprenant que je fusse alors dans un état d'esprit avoisinant le vertige ou la stupidité. » Texte donc du reniement de ses lectures de 48. Alors, qu'est-ce qu'il fait, si vous vous souvenez du poème en prose, après avoir lu tous ces livres socialistes et philanthropiques, il se rend au café. À l'entrée du café, il voit un mendiant et il lui tape dessus, se bat avec le mendiant. Le mendiant réagit et Baudelaire est tout content. Il lui dit « Monsieur, vous êtes mon égal, puisque vous avez réagi, vous êtes actif. » Dans la chute du manuscrit, écarté par les éditeurs, puisque c'est une publication posthume, Baudelaire écrivait « Qu'en dis-tu, citoyen Proudhon ?» C'était donc une attaque de Proudhon et du socialisme utopique de 1848. Proudhon que Baudelaire a fréquenté en 1848. Il y a une lettre à la mort de Proudhon où il raconte un dîner avec Proudhon. Proudhon, dit-il, c'était un bon bougre, mais ce n'était pas un dandy, il ajoute. Et à la fin du dîner, Baudelaire dit, comme je sortais mon portefeuille pour payer, Proudhon m'a dit non, 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 non. Il a sorti son portefeuille à lui, mais pour payer seulement sa part. Et c'est de cela dont Baudelaire n'est jamais revenu. Voici une caricature de Daumier sur ces philanthropes, et voici ce Proudhon de Courbet. Il y a donc des remords de la part de Baudelaire et une certaine honte de son engagement en 48. Voici ce qu'il en écrit dans « Mon cœur mis à nu ». Il y a dans tout changement, vous voyez ce côté de l'effet pervers que je décrivais, quelque chose d'infâme et d'agréable à la fois, quelque chose qui tient de l'infidélité et du déménagement. Cela suffit à expliquer la Révolution française. À cette sorte de psychologie de l'amour de la destruction. Ou encore un passage assez extraordinaire de ces journaux intimes de Baudelaire. Mon ivresse, pas si vous pouvez lire, mon ivresse en 1848, cette intoxication politique de la Révolution. De quelle nature était cette ivresse? Goût de la vengeance, plaisir naturel de la démolition, ivresse littéraire, souvenir des lectures, ces lectures socialistes. Le 15 mai, toujours le goût de la destruction. Goût légitime si tout ce qui est naturel est légitime. Le 15 mai, ce sont les manifestants qui envahissent l'Assemblée après les élections législatives, l'Assemblée constituante, l'Assemblée modérée, ce qui provoque l'arrestation des chefs républicains et le début de la répression du peuple. Et Baudelaire continue. Les horreurs de juin 48, folie du peuple et folie de la bourgeoisie, amour naturel du crime, ma fureur au coup d'État. Sartre dit de Baudelaire, il est furieux, mais c'est pas ça qui fait les révolutionnaires, ça fait les révoltés, la fureur. Combien j'ai essuyé de coups de feu, encore un Bonaparte, quelle honte, et cependant tout s'est pacifié. Le président n'a-t-il pas un droit à invoquer ce qu'est l'empereur Napoléon III, ce qu'il vaut, trouver l'explication de sa nature et sa providentialité.
Napoléon III, suivant un raisonnement que Baudelaire emprunte à Joseph de Maistre, c'est la réponse de la Providence. C'est ce que les Français méritent. Ils ont ce qu'ils méritent. Le président n'a-t-il pas un droit à invoquer? Et vous voyez que c'est un retournement très fort de ces enthousiasmes de jeunesse jusqu'à considérer qu'au fond, non seulement le Second Empire, c'est ce que les Français méritaient, mais que c'eût été pire si la monarchie de Juillet s'était poursuivie. Lorsque Baudelaire, dans ces dernières années, s'exile en Belgique, il écrit « La Belgique est ce que serait devenue la France sous le régime continué de Louis-Philippe. » Un bel exemple d'abrutissement. Autrement dit, le Second Empire, ce n'est pas plus mal que ce régime abruti de la monarchie de Juillet. Baudelaire est radicalisé par ses déboires de poète, le procès des Fleurs du Mal, la condamnation, son obsession d'hostilité contre le progrès. Et il y a d'innombrables déclarations de Baudelaire très hostiles au progrès, à cette religion du progrès, qui combine révolution et évolution au XIXe siècle. Je dirais moins contre le progrès que contre le dogme du progrès. Et cette modernité baudelairienne, elle se définit par sa résistance au progrès sous toutes ses formes. Matérialisme bourgeois, urbanisme haussmannien, fraternité démocratique, foi dans cette amélioration de tous par l'histoire. Et l'apothéose, c'est dans le compte-rendu que fait Baudelaire de l'exposition universelle de 1855. Le XIXe siècle, c'est le siècle des expositions universelles, non seulement celui des révolutions, mais celui de ces expositions universelles qui sont des grandes fêtes du progrès autour du palais de l'industrie. Et Baudelaire écrit « Il est une erreur à la mode de laquelle je veux me garder comme de l'enfer. Je veux parler de l'idée du progrès. Ce fanal obscur, cette lanterne moderne, fanal obscur, lanterne moderne, jette des ténèbres sur tous les objets de connaissance. Qui veut y voir clair dans l'histoire doit avant tout éteindre ce fanal perfide, cette idée grotesque qui a fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne. » On trouverait d'innombrables déclarations contre le progrès identifiées à cette absence de morale aux yeux de Baudelaire, puisqu'on attend l'amélioration de son sort, du développement de l'histoire. Il y a donc une rage contre les contemporains embarqués dans ce mouvement et contre ses anciens amis de 1848, comme Maxime Ducamp, qui écrit des poèmes à la gloire du gaz, de l'électricité en 1855. Dans Mon cœur mis à nu, on trouve ce journal intime, on trouve des déclarations terribles. Théorie de la vraie civilisation. Elle n'est pas dans le gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces du péché originel. C'est contre Hugo, une déclaration comme celle-ci. C'est Hugo qui passe son temps à faire tourner les tables en exil. C'est Hugo qui pense que l'homme est né bon et qui ne se rend pas compte, comme dit Baudelaire dans son compte-rendu des Misérables, hélas, du péché originel, même après tant de progrès depuis si longtemps promis,
il restera toujours bien assez de traces pour en constater l'immémoriale réalité. La croyance au progrès, vous voyez que c'est à ça que Baudelaire en a, non pas le progrès, mais la croyance. La croyance au progrès est une doctrine de paresseux, une doctrine de Belges. Baudelaire en a beaucoup contre les Belges en Belgique. C'est l'individu qui compte sur ses voisins pour faire sa besogne. Il ne peut y avoir de progrès vrai, c'est-à-dire moral, que dans l'individu et par l'individu. Et tout cela se fixe dans cette obsession du suffrage universel comme emblème de cette modernité politique. Ce que je pense du vote et du droit d'élection, des droits de l'homme, ce qu'il y a de vil dans une fonction quelconque, un dandy ne fait rien, vous figurez-vous un dandy parlant au peuple, excepté pour le bafouer. Il y a, je l'ai suggéré déjà, une obsession de cette presse à laquelle Baudelaire collabore, qui est nouvelle. La grande presse est née en 1836. Les grands quotidiens français sont nés en 1836 avec ses feuilletons. Donc Baudelaire avait 15 ans, comme je le disais. Et il considère, Baudelaire, vers ce moment-là, lorsqu'il a 20 ans, parle de se suicider. Et la raison de son suicide qu'il explique à ses amis, c'est la grande presse. Comment continuer à vivre dans un monde où existe la grande presse? Et voici ce qu'il écrit contre ce scandale de la grande presse. Il est impossible de parcourir une gazette quelconque de n'importe quel jour ou quel mois ou quelle année sans y trouver à chaque ligne les signes de la perversité humaine la plus épouvantable, en même temps que les vanteries les plus surprenantes de probité, de bonté et de charité, et les affirmations les plus effrontées relatives au progrès et à la civilisation. Le progrès auquel la presse croit est contredit par le récit de toutes les horreurs, des faits divers, des guerres, etc., dont nous alimentons, comme dit Baudelaire, notre petit déjeuner chaque matin. Baudelaire serait donc un représentant des anti-lumières, antidémocrates et contre-révolutionnaires, suivant une image ambiguë, ni droite ni gauche, pour ainsi dire. Et pourtant, on se dispute toujours, aujourd'hui, sur cette position. Est-il contre-révolutionnaire ou non? J'ai cité tout à l'heure ce texte, « Assommons les pauvres », ce poème en prose, l'un des plus commentés. Et il y a aujourd'hui un grand intérêt pour un Baudelaire révolutionnaire, en se rappelant le scandale de sa poésie. Voilà un dessin de Nadar dans sa revue, Nadar le caricaturiste, dont je ne sais pas si vous pouvez lire la légende. Qu'est-ce qui a pu fourrer les fleurs du mal de cet affreux monsieur Baudelaire dans les mains de ma fille? Baudelaire n'était pas tellement content de cette célébration de son œuvre par son meilleur ami. Baudelaire est donc défendu comme un révolutionnaire aujourd'hui, notamment par toute une école qui se réclame, non pas de Sartre, puisque Sartre le condamnait, mais du philosophe allemand Walter Benjamin. Il y a toute une lecture à la suite de Benjamin qui voit en Baudelaire l'ennemi caché de la bourgeoisie, le révolutionnaire masqué. Il serait toujours resté révolutionnaire après 1948,
dans Les Fleurs du Mal, dans le spleen de Paris, mais un révolutionnaire masqué. L'équivalent de Blanqui en littérature. Ses poèmes parlent de l'actualité sociale et politique, et Walter Benjamin qualifiait Baudelaire de témoin à charge dans le procès historique intenté par le prolétariat contre la classe bourgeoise. C'est assez fort, contre Sartre. Témoin à charge, c'est-à-dire non plus agent, non plus acteur, mais celui qui observe et qui instruit. Et Benjamin l'appelait encore un agent secret, l'agent de la secrète insatisfaction de sa classe à l'égard de sa propre hégémonie. Donc il y a tout un courant qui fait aujourd'hui de Baudelaire, non plus comme Sartre, le révolté contre un ordre dont il a besoin, mais au contraire, un conspirateur, un agent secret de la destruction de l'ordre. Et cette école baudelairienne lit la plupart de sa poésie comme des allégories, poèmes en vers et en prose, comme des allégories de ce combat dans la plupart des pays aujourd'hui. On refuse donc de prendre à la lettre la profession de dépolitiquisation. Et pour la période postérieure à 1851, il y a une tentative pour récupérer ce Baudelaire, élève de Joseph de Maistre, catholique, réactionnaire, comme clandestin du camp de la Révolution. Un peu comme on l'a fait pour Balzac. Balzac, qui est jugé démocrate et progressiste, en dépit de son monarchisme catholique revendiqué. Et il y a un texte très intéressant de Baudelaire où il dénonçait déjà ce genre de récupération. C'est en 1864 à propos du 3e centenaire de la naissance de Shakespeare. Et les disciples de Hugo organisent une célébration démocratique du 3e centenaire de la naissance de Shakespeare, et Baudelaire proteste contre cela, compare avec la situation de Balzac, une espèce de critique paradoxale, dit-il, a déjà essayé de travestir le monarchiste Balzac, l'homme du trône et de l'autel, en homme de subversion et de démolition. Nous sommes familiarisés avec ce genre de supercherie. C'est une recommandation à un peu de précaution avant de récupérer Baudelaire comme agent secret de la Révolution. Relisons un instant ce poème, Le Miroir, qui a été cité tout à l'heure, qui est le poème de Baudelaire, qui est poème en prose, dont je montre ici l'édition pré-originale, en 1864, le plus proche de cette condamnation. Un homme épouvantable entre et se regarde dans la glace. Pourquoi vous regardez-vous au miroir, puisque vous ne pouvez vous y voir qu'avec des plaisirs? L'homme épouvantable me répond: Monsieur, d'après les immortels principes de 89, tous les hommes sont égaux en droit. Donc je possède le droit de me mirer, avec plaisir ou déplaisir, cela ne regarde que ma conscience. Au nom du bon sens, j'avais sans doute raison, mais au point de vue de la loi, il n'avait pas tort. Ce miroir de Baudelaire, ce miroir, c'est évidemment une allégorie de la souveraineté populaire et du suffrage universel, qui cherche, comme dit Baudelaire ailleurs, la vérité dans le nombre. Chercher la vérité dans le nombre. Par le suffrage universel, l'homme cherche la vérité
en lui-même comme dans un miroir. C'est ainsi que Baudelaire bafoue cet homme des droits de l'homme, cet homme des Lumières. On semble donc assez loin du conspirateur révolutionnaire. J'avance vers ma conclusion. Baudelaire, révolutionnaire ou non, donc, comme disait Sartre, il regarde dans le rétroviseur, toujours. C'est un homme du passé. C'est un rebelle qui, comme tous les rebelles, a besoin de l'ordre pour se rebeller contre lui. Je cite Sartre. C'est au sein du monde établi que Baudelaire affirme sa singularité. Il est révolté, mais il a besoin de cet ordre. Il ne veut surtout pas que cet ordre tombe. Et Sartre continue, le révolutionnaire veut changer le monde, il le dépasse vers l'avenir, vers un ordre de valeurs qu'il invente. Le révolté a soin de maintenir intacts les abus dont il souffre pour pouvoir se révolter contre eux. Plus il attaque, plus il respecte obscurément. Et qu'on renverse l'agent secret. L'agent secret révolutionnaire sous l'apparence de réactionnaire, et Sartre nous dit, oui, lorsqu'il attaque, il respecte. Jusqu'à écrire à l'impératrice après que les Fleurs du Mal, certains poèmes des Fleurs du Mal ont été condamnés. Et Baudelaire refuse désormais toutes les images militantes, avant-gardistes, telles que celles que j'évoquais au début à propos de Delacroix. Baudelaire, désormais, refuse toute image du mouvement esthétique. Voici encore quelques remarques dans ses journaux intimes, de l'amour, de la prédilection des Français pour les métaphores militaires. Toute métaphore ici porte des moustaches. Littérature militante, rester sur la brèche, porter haut le drapeau, tenir le drapeau haut et ferme, se jeter dans la mêlée, un des vétérans. Toutes ces glorieuses phraséologies s'appliquent généralement à des cuistres et à des fainéants d'estaminets. Et la métaphore militante, révolutionnaire, militaire, est désormais complètement ridiculisée par Baudelaire. À ajouter aux métaphores militaires les poètes de combat, les littérateurs d'avant-garde. Aucun respect pour l'avant-gardisme chez ce Baudelaire. Ces habitudes de métaphores militaires dénotent des esprits non pas militants, mais faits pour la discipline, c'est-à-dire pour la conformité des esprits nés domestiques, des esprits belges, qui ne peuvent penser qu'en société. C'est écrit à Bruxelles dans les dernières années. Il ne faut pas faire attention puisque à cela, Baudelaire écrit que son projet de livre contre la Belgique est le brouillon d'un projet de livre contre la France. Ne l'oublions pas. Vous voyez qu'il y a tout un discours qui s'oppose à toute image de rupture, toute proposition de rupture, même en art. Alors, provocateur, tout cela relève sans doute de la provocation. On a parfois qualifié Baudelaire d'anarchiste de droite, selon une expression qui est apparue bien plus tard. Voici ce qu'il écrit dans Pauvre Belgique, dont malheureusement je n'ai pas le manuscrit à vous montrer, dans ses notes sur la Belgique. Ajoutons que quand on leur parle révolution pour de bon, on les épouvante. Donc Baudelaire, à Bruxelles, dans ces dernières années, ces derniers mois, leur parle encore de révolution pour de bon, pour leur faire peur. Et il ajoute, moi, quand je consens à être républicain, je fais le mal le sachant. Oui, vive la Révolution, toujours,
quand même. Vive la Révolution, toujours, quand même. Mais moi, je ne suis pas dupe. Je n'ai jamais été dupe. Cette duperie que j'évoquais pour commencer. Je dis, vive la Révolution, comme je dirais, vive la destruction, vive l'expiation, vive le châtiment, vive la mort. Non seulement je serais heureux d'être victime, mais je ne haïrais pas d'être bourreau, pour sentir la Révolution des deux manières. Nous avons tous l'esprit républicain dans les veines, comme la vérole dans les os, nous sommes démocratisés et civilisés. Vous voyez qu'il y a un projet de rupture, de révolution extrêmement violente. Et je voudrais terminer en vous montrant quelques images pour finir et compléter, puisque j'ai commencé par Delacroix et Courbet, avec Manet, qui l'a représenté également dans la musique aux Tuileries, où on voit Baudelaire, je vais agrandir le détail, où on voit Baudelaire dans la foule, devant l'arbre, la foule de ses amis, et voici la petite eau-forte que Manet en a tirée. Vous savez ce que Baudelaire a écrit à Manet, qui était très accablé par la réception d'Olympia. Voici Olympia en eau-forte, en 1865. Baudelaire lui écrit « Vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art. » Peu encourageant pour un ami, mais peut-être peut-on terminer en pensant qu'il y avait là véritablement son alter ego. Manet, révolutionnaire malgré lui, comme Baudelaire ou encore comme Delacroix. Ces vrais révolutionnaires sont des révolutionnaires qui, comme on l'a vu chez Baudelaire, ont tout ce discours contre ceux qui croient à l'avant-garde ou au progrès. Voici ce qu'il disait, je terminerai par cela, de Delacroix. Delacroix, et je crois qu'on peut l'appliquer à Baudelaire ou à Manet, cette formule. Delacroix a toujours gardé les traces de cette origine révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Delacroix, comme Baudelaire, avait eu un père qui avait fait la Révolution de 89. Qu'on ne peut jamais oublier. Ils sont de la génération d'après. Eugène Delacroix a toujours gardé les traces de cette origine révolutionnaire. On peut dire de lui, comme de Stendhal, je n'ai pas parlé de Stendhal, on aurait pu en parler dans toute cette configuration, qu'il avait grande frayeur d'être dupe. On retrouve ce mot. Grande frayeur d'être dupe. Sceptique et aristocrate. Pourquoi je parlais de scepticisme pour commencer? Haïsseur des multitudes, il ne les considérait que comme des briseuses d'images, et les violences commises en 1848 sur quelques-uns de ses ouvrages n'étaient pas faites pour le convertir au sentimentalisme politique de nos temps. Terminons sur ces trois hommes, Delacroix, Baudelaire, Manet, hostiles à ce fils de la Révolution, hostiles à ce sentimentalisme politique de nos temps, et qui les ont traversés avec ce que Baudelaire appelle cette grande frayeur d'être dupe. C'est ce qui, à mon sens, explique ce cheminement ambivalent entre le fait d'avoir été plus révolutionnaire que quiconque et en même temps d'avoir tenu ce discours radical
contre la tradition venue de la Révolution française. Merci. Merci beaucoup pour cette conférence absolument remarquable, j'allais dire aussi bien dans la forme que dans le fond. Je ne parle pas des images, mais dans votre manière séductrice de vous adresser à l'auditoire. Je voudrais vous poser une hypothèse, vous me direz ce que vous en pensez. Au fond, après la Révolution française, il y a toute une génération qui peut avoir le sentiment que l'histoire a été faite sans eux, qu'ils en sont les héritiers et qui ne peuvent plus faire autre chose que ou de contempler cette histoire déjà faite ou d'être dans une posture à la fois sceptique et sans ambition. On a dit que c'était toute la génération des romantiques qui, au fond, avaient vécu par leur père. N'oublions pas que Victor Hugo avait lui aussi un père général. Mais Victor Hugo fait exception, parce que lui, il va tenir jusqu'au bout. Et donc toute une génération qui va s'abîmer dans le romantisme, dans une espèce de longue plainte finalement, puisque l'histoire s'est faite sans eux. Alors, il me semble que c'est un peu le cas de votre auteur. Mais si on le reportait à aujourd'hui, je pense que nous sommes aussi dans une période où nous pouvons penser que l'histoire a déjà été faite, soit par nos grands-parents avec la guerre de 14, soit par nos parents ou nos grands-parents au moment de la guerre de 40-44, que l'héroïsme, que les valeurs que l'on défendait, ou l'après-guerre qui promettait tellement, tout ça c'est dans le passé et qu'il ne reste plus qu'une position sceptique, qui banalise tout et qui finalement fait qu'on repousse absolument tout ce qui pourrait permettre aujourd'hui de refaire une autre histoire. Est-ce que, alors dans la contemporanéité, est-ce que vous auriez aussi le sentiment que nous vivons comme Stendhal, comme l'avait vécu aussi Baudelaire, comme l'avaient vécu ces hommes à cheval sur 1840-1860 en gros, une période où finalement l'histoire semble s'être déjà passée et nous sommes un peu orphelins et donc il nous reste qu'un scepticisme ou alors, ce qu'a critiqué Baudelaire, nous jeter à corps perdu dans la consommation et dans le luxe. Oui, je suis assez proche de vous dans cette affaire. Bon, après la Révolution, il y a évidemment ce qui alimente la mélancolie de ces jeunes gens, c'est non seulement la Révolution, mais c'est l'épopée napoléonienne. Quand on pense à Stendhal et à tous ceux qui suivent. Et puis, il y a cette répétition de la Révolution en farce, qui... Baudelaire reste fasciné par 1830. C'est février, c'est mai et juin 48, et puis 51, qu'il est incapable de digérer. Et puis, je l'ai dit, c'est surtout le fait que les Français aient accepté par les plébiscites et légitimé le coup d'État. Le coup d'État, c'est ça qui est inacceptable. Et ça laissera des traces très très longtemps dans l'histoire de France. Et, cela dit, oui, vous avez raison, c'est pourquoi je me suis permis de faire des allusions à tout un discours qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'effet pervers. Baudelaire ne parle pas d'effet pervers, Montaigne ne parle pas d'effet pervers, mais on trouve les rudiments de ce type de raisonnement sceptique relatif à tout changement. Il y a un très beau livre de l'économiste sociologue Albert Hirschman qui s'appelle 3 siècles de rhétorique réactionnaire, où il analyse les 3 grands arguments de la rhétorique réactionnaire et qui sont perversité, donc la perversité de ça vaut pas le coup de changer parce que ça risque de ne pas être mieux. Ça risque de ne pas être mieux, c'est ça l'effet pervers.
L'autre argument, le second argument, grand argument réactionnaire, s'il appelle ça jeopardy en anglais, on détruit autant qu'on construit. Le troisième m'échappe pour le moment, il me reviendra. Mais vous avez raison, ces arguments, Hirschman montre qu'ils sont mis en forme après la Révolution française et qu'ils se sont exercés à propos de toutes les transformations depuis lors. Et comme je le disais, le scepticisme est une attitude très séduisante parce qu'elle est radicale. Depuis la Renaissance, depuis Rabelais et Montaigne, le scepticisme est très séduisant parce que ça récure toutes les croyances. Mais peut-on vivre dans le scepticisme? Non. Déjà à la Renaissance, on montrait que cela aboutissait à un conformisme. Et c'est déjà le cas de Montaigne. Montaigne est à la fois un penseur radical et un homme conformiste. Et oui, vous pouvez avoir raison de dire, c'est ce que je suggérais au début, que je crois que c'est un petit peu l'argument que Marcel Gauchet a défendu au rendez-vous de l'histoire. Comme je n'étais pas en France, je n'ai pas trop suivi, je n'ai pas écouté sa conférence, mais je crois que c'est un peu l'argument qu'il a développé sur ces rébellions omnidirectionnelles, faute de sens. En littérature aujourd'hui, vous verriez des descendants de Baudelaire? C'est-à-dire, j'avais consacré il y a quelques années un livre à ceux que j'appelais les antimodernes. Les antimodernes, oui. Et c'est-à-dire, au fond, cette tradition à laquelle appartient Baudelaire, de ces, pour beaucoup, écrivains, qui sont pleinement engagés dans le siècle. C'est ça qui est le paradoxe de Baudelaire, c'est cet engagement essentiel dans le siècle, plus que quiconque. Et cette résistance en même temps. Au fond, quand Sartre dit que Baudelaire avance en regardant dans le rétroviseur, c'est une image qui me plaît assez. C'est-à-dire que ne faut-il pas avancer en regardant dans le rétroviseur? C'est plus prudent. Et puis, c'est le sens que, comme je le disais, tout progrès implique un regret. Et que ces regrets ne doivent pas être méconnus. Alors, Sartre accusait Baudelaire d'être un homme du passé, pour cette raison. Mais c'est aussi grâce à Baudelaire que nous avons conservé à la fois ce présent dont nul n'a mieux parlé que lui, puisque c'est ça qu'il appelle la modernité, c'est être capable d'extraire du présent ce qui est digne du passé. Cela conduit à avoir une très très grande vigilance à l'égard du contemporain. Baudelaire n'est pas aveugle au monde contemporain. Il vit dedans. Et en même temps, de ce monde contemporain, il cherche à extraire ce qui le mérite au titre d'une comparaison avec justement l'épopée. Vous évoquiez l'épopée. C'est à la fin du Salon de 1846. Qu'est-ce qui, chez nous, est digne de l'épopée? On rejoint ce que vous disiez. L'épopée antique ou l'épopée révolutionnaire et napoléonienne, cette épopée-là. Qu'est-ce qu'on peut trouver de digne de l'épopée chez nous? Et ça rejoint la question que vous posiez. Qu'est-ce qu'on peut trouver de digne de l'épopée de nos parents ou de nos grands-parents? Je pensais, en vous écoutant, à un propos qui fait à nouveau allusion au rétroviseur de Régis Debray,
Oui. défendant ce regard rétrospectif en disant mais l'avenir est aussi dans une bonne connaissance des institutions grecques et romaines. Il nous faut revenir au sens premier de la démocratie et non pas nous effondrer dans des projets qui paraissent beaucoup plus modernistes mais qui en fait ratent leur objet. Et donc cette espèce de retour au passé, à un passé souvent oublié, serait plus porteur d'avenir que d'être un homme du siècle. Oui, ben on retrouve le sens équivoque que vous évoquiez de révolution. Révolution qui est le retour et la révolution qui a pris le sens moderne de rupture au point d'ignorer parfois ce nécessaire enracinement dans ce qu'on peut appeler des traditions. Et cette réflexion-là, qui est la nôtre aujourd'hui, elle est chez Baudelaire. C'est ça qui fait le grand intérêt de Baudelaire, à mon sens, c'est qu'il est notre contemporain pour la manière dont il a abordé les questions de la modernité et de son rapport au passé. Et en même temps, on peut citer, j'en ai cité quelques-uns, on peut citer des propositions qui ont l'air monstrueuses chez Baudelaire. On en trouverait sur la peine de mort, sur les femmes, on trouverait des choses qui sont... C'est pour ça que c'est très difficile. C'est très difficile de penser qu'il est notre contemporain quand il parle des difficultés de la souveraineté populaire et du suffrage universel. Les gens de sa génération ont vécu les suffrages de 1848 à partir de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte et de l'Empire comme un traumatisme, comme un terrible traumatisme. Et ce sont des questions qui sont encore les nôtres. C'est ça qui est très troublant. Quand Baudelaire parle de progrès, de liberté, de révolution, ce sont des mots qui ont le même sens pour nous. Et en même temps, lorsqu'il parle d'un certain nombre d'aspects sociaux de ce monde contemporain, c'est autre chose. Vous avez évoqué Baudelaire comme l'inventeur de la mode et vous l'avez parfaitement démontré. On ne fait pas beaucoup de références à son dandysme. Et à vous écouter, donc vous n'avez pas employé le mot paradoxe ou paradoxal qui, pour moi, me semble presque évident. Et en continuant à vous écouter avec beaucoup d'intérêt, j'ai pensé à un aristocrate qui ne serait pas un vrai aristocrate, mais quelqu'un. Le passé était mieux, le futur est fait des modes. Il est très élégant, je crois. Il est très soigné. Il est pauvre. Il est pauvre, mais il a une... je pense que vestimentairement parlant, je crois qu'il y a un intérêt. On le voit notamment dans une toile, on voit qu'il est... Donc, moi, je vois un aristocrate pas assumé complètement, révolutionnaire, hyper intelligent, hyper sensible. Drôle, voilà, mais je pense que c'est un homme. Oui. Je ne sais pas ce que vous pensez. Oui, j'ai peu employé le mot de paradoxe parce qu'il m'est arrivé d'en abuser. Vous avez cité un livre, l'un de mes premiers livres sur cette question qui s'appelle « Les 5 paradoxes de la modernité » qui doit avoir une vingtaine d'années. Donc oui, bien entendu, cette notion est fondamentale. Mais au fond, les gens intéressants sont paradoxaux. On est presque tous paradoxaux. C'est ça qui fait notre intérêt, c'est d'être traversé par des paradoxes. Sinon, on serait des automates. Donc Baudelaire est superlativement paradoxal, si vous voulez. Donc oui, je peux employer ce terme.
Deuxièmement, vous avez évoqué le dandy et l'aristocrate. Alors oui, il est évident qu'il y a une protestation d'aristocratisme. Dandy, aristocrate, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais il n'y a plus d'aristocratie. Ouais. Il n'y a plus d'aristocratie, il n'y a plus qu'une aristocratie intellectuelle. C'est pourquoi j'évoquais le fait que les intellectuels de tradition ne votent pas. Les intellectuels de tradition ne votent pas. Je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui, mais de tradition, ils ne votaient pas. Je disais, c'est par un certain aristocratisme qui leur fait penser qu'ils méritent mieux que voter. C'est Renan. Parce qu'on n'a pas parlé de... Bon, j'ai parlé... Enfin, pour Baudelaire, ce qui compte, c'est 1830. Il était enfant, 1848, 1852, qu'il a vécu. Mais la révolution suivante, c'est 1871. C'est la Commune. Et certains ont vécu les deux, comme Flaubert ou George Sand, et ont amplifié leur réaction après 1871. Ou Victor Hugo. Et Victor Hugo met le vivant autrement. Et on évoquait là en aparté la réaction aux méfaits du suffrage universel initial par la volonté d'instruire les Français. L'instruction républicaine a été introduite et diffusée comme, de manière très explicite, comme remède au plébiscite du Second Empire. Donc il y a une question d'aristocratie intellectuelle, d'éducation, et bien sûr le dandy. Le dandy, c'est celui qui prend la place de l'aristocratie qui ne remplit plus sa mission sous le Second Empire de représenter l'esprit. Et le dandy, Baudelaire le compare à cet homme de la décadence. C'est celui qui assiste au crépuscule. Il est lié au crépuscule. Le dandy est un aristocrate de l'intelligence. Et c'est quelque chose, je dis, qui sera encore amplifié après la Commune, ce mouvement. J'évoquais Renan. Renan est le modèle du scepticisme. Bonsoir, monsieur le compagnon. C'est pas trop le sujet de ce soir. Mais vous n'avez pas. Vous pourriez nous parler un peu de Baudelaire et de la morale. Oui. Est-ce qu'il y avait à cette époque des changements dans les attitudes morales? Parce que bon, elle est fleur du mal, donc Baudelaire par rapport au bien et au mal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? J'ai touché à un moment l'attitude de Baudelaire à l'égard de la morale, dans la mesure où il considère que cette religion du progrès qui s'est instaurée au XIXe siècle avec la révolution industrielle, encore une révolution qu'il faut évoquer dans ce contexte, considère que la religion du progrès supprime la morale. Supprime la morale dans la mesure où on attend l'amélioration la perfectibilité du développement historique. Et Baudelaire, mais ils sont nombreux à considérer que l'optimisme historique ne peut pas contribuer à une morale. Que pour qu'il y ait l'élaboration d'une morale, il faut avoir une conception pessimiste de l'homme, de la nature humaine. Et je crois que c'est l'attitude qu'on retrouve chez Baudelaire. Le mot pessimisme n'existe pas encore, mais au fond,
l'attitude de Baudelaire, on pourrait la rapprocher de celle de Schopenhauer et de cette tradition qui se développera au XIXe siècle, qui est celle d'un pessimisme. Bon, vous avez vu que Baudelaire le rattache à la doctrine du péché originel. Tout ça, c'est contre Rousseau. Hein. C'est contre Rousseau. Et donc l'idée que s'il n'y a pas un pessimisme sur la nature de l'homme, eh bien, on ne peut pas élaborer une morale. Et vous avez vu aussi que Baudelaire lie la volonté à ce certain pessimisme. Donc on pourrait parler de cette tradition schopenhauerienne hein, qui se développe. Et n'oublions pas que cette tradition schopenhauerienne, elle est fondamentale pour les penseurs républicains après 1871. L'institution de l'instruction libre, laïque et obligatoire, elle est faite sur une morale républicaine qui est certes d'une certaine façon rousseauiste, mais qui pense qu'il y a à remédier à un certain nombre de choses. J'ai évoqué notamment l'instruction civique. Oui. Peut-être la dernière question. Dernière question. Oui. En vous écoutant, je me pose une question un peu iconoclaste, en jetant un pavé dans la mare. Baudelaire, si j'ai bien compris, était à la fois pour la modernité, en même temps anti-moderne. Oui. Alors, pourrait-on dire, c'est ma question iconoclaste, que Baudelaire était schizophrène? Oui, est-ce qu'on pourrait employer ce mot? On a employé le mot de paradoxal. Je crois que dans les premières pages de ce livre, j'ai employé le terme d'ambivalence. D'ambivalence chez Baudelaire. J'ai donné comme titre au livre irréductible. Cette notion d'irréductibilité baudelairienne, schizophrène. Vous voulez dire que Baudelaire était un peu fou? Est-ce que Baudelaire était un peu fou? Bon, Baudelaire était peut-être un peu fou, en effet. Mais j'ai envie de vous répondre, il avait des raisons d'être un peu fou. Baudelaire a beaucoup souffert. N'oublions pas que les Fleurs du Mal ont été condamnées par la justice du Second Empire, qu'il a dû arracher un certain nombre de poèmes de son recueil, qu'il a dû en réécrire d'autres, que Baudelaire a été toute sa vie esclave de ce conseil de famille. Baudelaire est un homme qui a beaucoup souffert et il doit donc lui être beaucoup pardonné. Et je pense que vous avez entendu, en effet, dans le texte, le recueil de notes qui s'appelle « Pauvre Belgique » ou « La Belgique déshabillée » et pourrait sans doute être qualifié d'un peu délirant par certains dans cette fixation sur ces pauvres Belges qui, encore une fois, ne sont là que comme substitut des Français. Baudelaire le dit très explicitement. Un peu fou, oui, peut-être, un peu fou. Sympathiquement fou. Merci mille fois, Monsieur Compagnon.